Bienvenue sur cette conférence qui s'intitule La tapisserie, art ancien ou art actuel. Nous allons retracer l'histoire de la tapisserie à travers l'histoire de l'art jusqu'à maintenant. Et on est en compagnie de Guéry Claudie juste ici. Enfin, du coup, moi, on ne voit pas, mais qui est historienne de l'art et aussi enseignante à l'Université catholique d'Angers. Et nous avons aussi l'artiste plasticienne Margot Kléber qui est avec nous aussi, juste en bas ou en haut, je ne sais pas comment je suis mise sur le live, mais voilà. En bas? Ah, d'accord. Ah, ok, parfait. Donc, nous allons... la conférence va se dérouler avec des questions et réponses. Donc, on va d'abord commencer par raconter un peu l'histoire de la tapisserie de l'ancien temps jusqu'à maintenant. Et ensuite, on va parler plus de la tapisserie dans tout ce qui va être la création artistique, le domaine de l'art. Et enfin, on va parler de la tapisserie dans l'art actuel et son futur dans ce milieu. Voilà. Évidemment, à la fin, il y aura les questions si jamais le public a des questions, et puis on va conclure cette conférence. Et aussi, durant le déroulé, il y aura évidemment une petite pause pour vous puissiez tous aller boire, manger un petit truc. Enfin, voilà. Donc, on va commencer. Ou vous avez peut-être quelque chose à préciser avant de commencer? Non, très bien. Pas du tout la pression. Alors, donc, on va commencer du coup par retracer la tapisserie à travers de l'histoire. Et pour ça, on va commencer par la première question. Donc, pourriez-vous nous décrire rapidement qu'est-ce que la tapisserie, pour ceux qui ne connaisseraient pas, et aussi quel est son rôle, quel est le rôle qu'elle a joué dans les sociétés du passé? Donc, alors là, c'est moi qui réponds. C'est vous, c'est ça, c'est vous, l'historienne de l'art. La tapisserie, alors il y a deux choses en fait. La tapisserie, c'est à la fois une technique de tissage et c'est aussi l'objet qui en résulte. Pour la technique, c'est un entrecroisement de fils. Donc on va entrecroiser, on va avoir une base constituée avec des fils de chêne. Je regarde Margot si je dis pas de bêtises. et donc on va entrecroiser avec des fils de trame qui vont former les motifs. La particularité en fait du tissage, de la tapisserie, c'est que c'est un tissage pour lequel on ne verra plus à la fin donc les fils de chêne. On ne verra plus que les fils de trame qui vont donc former les objets, les motifs, les décors, etc. Donc ça, c'est pour la technique. Pour ce qui est de l'objet en soi, c'est un objet, c'est un objet important, prestigieux, parce que alors, le savoir-faire, pour revenir à la technique, c'est un savoir-faire qui est quand même assez ancien. On a des précisions quant à des ateliers importants, dès la période médiévale. Dès le début du XIVe, on a des ateliers importants à Paris. On a aussi après des grands centres importants comme Arras, Bruxelles, Tournai, voilà. Et c'est même au-delà de ça. Pour ce qui est de l'objet en soi, donc dès la période médiévale, la tapisserie est un objet prestigieux. C'est un objet donc qui a un rôle dans l'ameublement. Puisque ça isole, il y a une question en fait de confort, mais c'est pas que ça en fait. Alors justement, on voit les images là de la tenture de l'Apocalypse qui montrent bien que ça ne se résume pas qu'à ça, puisque la tenture est énorme. C'est un ensemble qui est vraiment assez conséquent, et les tapisseries en fait, elles sont aussi des supports de récits, de messages politiques. Donc c'est ce qui est le cas d'ailleurs. Pour la tenture de l'Apocalypse, donc, qui est conservée à Angers, au château d'Angers, cet ensemble a été commandé entre 1373 et 1377, et sa réalisation a été terminée en 1382. C'est très peu de temps, finalement, quand on voit l'ensemble, puisque c'est quand même un ensemble qui fait... la tenture, en fait, ce qu'on appelle la tenture de l'Apocalypse, elle est composée à l'origine de 6 tapisseries.
Une tapisserie, c'est une pièce. Une tenture, c'est un ensemble de pièces et de tapisseries. Donc, la tenture d'Apocalypse, elle est composée à l'origine de 6 tapisseries qui font 6 mètres de haut à peu près par 23 mètres de long chacune, ce qui fait en tout 140 mètres de long, c'est énorme. Donc vous voyez bien que voilà, ça ne servait pas que pour l'ameublement, il y avait un autre rôle. Et cette tenture, d'ailleurs, elle a été commandée par le duc Louis Ier d'Anjou, qui était le frère du roi Charles V à l'époque, et qui a commandé cet ensemble qui, donc, ça s'appelle l'Apocalypse parce que c'est un ensemble qui s'appuie sur le texte écrit par Saint Jean, le dernier texte des évangiles selon Saint Jean, l'Apocalypse donc, mais c'est pas seulement en fait finalement le support de ce récit, de cette histoire biblique, c'est plus que ça puisque la tenture de l'Apocalypse, elle a été commandée durant la guerre de 100 ans. Et par conséquent, on retrouve des petits indices en fait dans la tenture des armes de Louis Ier régulièrement. On ne l'a pas, on ne sait pas s'il est vraiment représenté lui-même, mais il y a des petits indices en tout cas. Et clairement, en fait, cette tenture, c'est un message politique fort qu'il envoie à ses sujets dans une période un peu tendue. Donc, c'est une œuvre de prestige à plus d'un titre pour ce qu'elle porte, ce qu'elle représente, pour aussi tout l'argent que ça suppose, parce que c'est un investissement financier énorme. En plus, c'était pas la seule qu'il avait. Il avait une grosse collection de tapisseries, Louis Ier. Alors, je vous l'ai dit, elle est très, très grande. Les matériaux utilisés sont aussi conséquents parce que vous avez à la fois de la laine, ça doit être la base, mais vous avez quand même aussi enfin, il y a de la teinture aussi déjà. La teinture, ça coûte cher. Il y a les fils de soie, les fils d'or. On a des fils d'or aussi. Donc les matériaux coûtent quand même très très cher. C'est une technique aussi spécifique parce que, toujours pour prendre l'exemple de la tenture, qui est le plus grand ensemble tissé qui est parvenu jusqu'à nous en fait, c'est plutôt une fierté à Angers. Vous avez la particularité de cette tenture, c'est qu'elle est tissée de telle sorte à ce qu'elle puisse être vue des deux côtés. Actuellement, en fait, elle est accrochée au mur et contre le mur, mais elle peut être complètement accrochée en avant du mur, elle peut être disposée au milieu de la salle, c'est pas un problème, elle est recto-verso. Alors elle est actuellement aussi accrochée de telle sorte aussi pour sa protection, sa conservation, notamment la conservation des couleurs, mais elle est faite dès l'origine pour être vue des deux côtés. Donc c'est une œuvre qui donc a un rapport avec le mur là qui devient plus distant pour le coup. C'est carrément une œuvre qui va venir se déployer dans l'espace, qui presque a un rôle de scénographie. D'ailleurs, en fait, cette tenture, en fait, vu la taille, n'est pas tout le temps accrochée, et elle est déployée pour des moments hyper importants, des grands moments, des grandes cérémonies, type par exemple l'événement pour lequel on sait qu'elle a été montrée. C'est en 1400 à Arras, c'était lors du mariage du fils de Louis Ier, donc Louis II, qui se mariait à Arras, pas à Arras, à Arles. Et en fait, la tapisserie, donc la tenture, toutes les tapisseries ont été emmenées donc de Angers à Arles, ce qui est quand même assez conséquent pour l'époque. Et c'est possible aussi parce que les tapisseries, ça se roule, c'est plus pratique à déplacer. Et il y a des réactions à l'époque quant à cet ensemble qui est très très impressionnant et très apprécié. Donc c'est vraiment un art d'apparat en fait, la tapisserie. Et c'est resté quand même dans son histoire, elle a gardé une importance, en tout cas en France. La tapisserie, c'est un savoir-faire. Alors, il y a différentes techniques, haute lisse, basse lisse, enfin, il y a des différentes techniques autour de la tapisserie, mais en tout cas, ce sont des savoir-faire qui ont été conservés, transmis. L'État français régulièrement a protégé en fait ce savoir-faire. Alors, même si après la période médiévale, vous avez une petite baisse, on va dire, d'intérêt pour la tapisserie,
elle a toujours perduré, et la preuve en est, c'est que en 1662, Colbert, donc le surintendant du roi Louis XIV, va en fait créer la manufacture des Gobelins, toujours avec cette idée de protection en fait, d'un savoir-faire. Et puis même par la suite, vous avez des protections, en tout cas des soutiens de la part de l'État, notamment dans les années 30, par exemple, le Front populaire a aussi soutenu les ateliers d'Aubusson. Donc vous avez, et même encore aujourd'hui, donc la manufacture des Gobelins existe toujours, et donc vous avez toujours un intérêt quand même assez fort pour la tapisserie, qui est régulièrement encore utilisé comme cadeau diplomatique, en fait, même encore aujourd'hui. Donc c'est un savoir-faire qui a toujours été finalement protégé au fil des siècles, encore jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette présentation de la tapisserie. Donc ma deuxième question, c'était pourquoi certaines pièces de tapisserie, justement, comme celle de l'Apocalypse, sont qualifiées d'œuvres d'art et d'autres plus d'objets décoratifs? Alors ça c'est l'éternelle question, le statut de certains objets dits décoratifs ou considérés comme des œuvres d'art. Alors Margot aurait peut-être aussi des choses à dire là-dessus. En fait, ça dépend des périodes et c'est très arbitraire. Il y a beaucoup de gens qui donnent une certaine importance à des productions en fonction du temps passé, des savoir-faire utilisés. Alors, je donne un exemple, une comparaison très simple. Si vous faites un petit test dans la rue, pour celles qui connaissent, mais il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui vont considérer que des tapisseries qui sortent de la manufacture des Gobelins aujourd'hui sont de véritables œuvres d'art pour le savoir-faire, la technicité, le temps passé aussi. Et à contrario, ne vont pas considérer, ou vont avoir encore du mal à considérer l'œuvre Fontaine de Marcel Duchamp comme une œuvre d'art. Donc, parce que pour le geste. Et donc, ça, c'est quelque chose qui reste quand même ancré. Alors ça, c'est du côté de la réception des objets. Pour ce qui est, en tout cas, de la qualification d'un objet, en tout cas d'une tapisserie comme œuvre d'art ou objet décoratif, c'est très fluctuant et en fait ça dépend de l'intention quand même de son créateur ou de sa créatrice, mais globalement quand même l'idée qui perdure que la tapisserie est avant tout un objet décoratif est liée à son histoire et à son rapport hiérarchique avec la peinture notamment, puisqu'en fait si on remonte justement à la période médiévale, il y avait déjà un lien quand même entre peinture et tapisserie, c'est-à-dire que c'était des peintres cartonniers en fait qui fournissaient aux lissiers des modèles, des cartons. Ce rapport a perduré dans le temps, mais il s'est hiérarchisé avec cette domination, on va dire, des peintres, parce qu'à partir de la Renaissance, les peintres et aussi les sculpteurs notamment ont œuvré pour l'intellectualisation de leur pratique. Et parce qu'ils appartenaient tous, les sculpteurs, les peintres, les lissiers, tout ça relevait de l'artisanat, ce qu'on considérait comme des arts dits mineurs, parce que manuels et pas considérés comme intellectuels. Alors bien évidemment, c'est une frontière aujourd'hui, une hiérarchie qu'on remet complètement en cause, mais en tout cas, c'était comme ça au Moyen-Âge. Et à la Renaissance, en fait, les sculpteurs et les peintres vont parvenir en fait à faire évoluer leur statut par une intellectualisation de leur pratique. Alors ça se voit à travers la création, par exemple, d'académies en Italie au XVIe, et puis ensuite en France, vous avez la naissance de l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1648. Et en tout cas, cette évolution du statut des peintres et des sculpteurs, en particulier donc des peintres, va hiérarchiser en fait la relation entre les peintres et les lissiers. Et cette relation, en fait, cette hiérarchie, elle va être entretenue au fil des siècles, elle va être entretenue, maintenue. D'ailleurs, il y a lors de la création, donc la création de l'Académie royale de peinture et de sculpture, c'est 1648,
et la manufacture lors de la création de la manufacture des Gobelins, donc c'est un peu avant, mais le premier directeur de la manufacture des Gobelins, c'est pas un lissier en fait, c'est un peintre, c'est Charles Lebrun, c'est le premier peintre du roi. Donc vous avez quand même cette hiérarchie qui est imposée et qui va être entretenue et qui va perdurer finalement. Et il faut attendre le XXe siècle pour que cette hiérarchie, elle se défasse, parce que c'est une hiérarchie qui est remise en cause, pas seulement pour la tapisserie, en fait. On va remettre en cause de manière générale cette hiérarchie entre les arts dits majeurs, peinture, sculpture, architecture, et les arts dits mineurs, donc en fait tout l'artisanat d'art, voilà, et ça va être remis en cause, notamment par exemple à travers l'école du Bauhaus en Allemagne, et il y a plein d'autres exemples au XXe siècle. Et donc, et puis parallèlement, voilà, vous avez des lissiers et lissières, et puis des artistes plasticiennes qui vont aussi complètement abolir en fait cette hiérarchie là, mais en tout cas c'est quand même une vision qui perdure encore chez beaucoup de personnes finalement. Merci. Pour info, parce que vous avez parlé de cartons, je sais pas, j'ai pas suivi si vous avez précisé c'était quoi les cartons. Juste pour les personnes qui ne connaisseraient pas du coup la tapisserie, donc un lissier, c'est la personne qui va justement travailler le fil de la tapisserie et venir tisser la tapisserie. Et pour ce qui est des cartons, en général, oui, ça va être fait soit par des artistes ou par les lissiers eux-mêmes. Et en fait, c'est le dessin préparatoire ou les motifs qu'on va faire pour la tapisserie. Donc, on va les faire sur un carton qu'on va venir placer derrière la tapisserie qu'on va aller fabriquer. Et en fait, le carton va être du coup derrière la tapisserie. On va lisser par-dessus pour ensuite justement avoir ce motif-là. Voilà, c'est pour préciser. J'ai bon, c'est ça. C'est ça. D'accord, voilà. C'est le modèle. C'est ça, c'est le modèle. Ouais. Donc, d'ailleurs, notamment au Bauhaus, il y en a eu plusieurs des cartons qui ont été gardés, justement, conservés de certains travaux de lissières, justement, d'artistes lissières, il me semble. J'ai plus les noms en tête. Alors, où il y a aussi la spécificité du Bauhaus, c'est que c'est une école d'art appliquée dans laquelle le directeur, en fait, Walter Gropius, dès le début de cette école, a ouvert, en fait, l'atelier textile qui n'était pas prévu au hasard parce qu'il y a beaucoup d'étudiantes femmes, d'étudiantes qui sont inscrites à l'école. Et même si ces chers professeurs du Bauhaus étaient des artistes modernes, ils en restaient pas moins des hommes du début 20e. Quand ils ont vu autant de femmes débarquer, ils ont eu un petit moment d'angoisse. Et donc, la trouvaille de Walter Gropius, c'est de dire, on va ouvrir un atelier textile qui était possible parce qu'ils avaient tout le matériel sur place déjà. Parce qu'il reprenait en fait les locaux de l'Institut des Arts de Weimar, donc il y avait déjà en fait ça, des métiers à tisser, et en fait ils les ont dirigés vers cet atelier. Alors certaines étaient très déçues, c'est le cas donc d'une des plus célèbres qui est Annie Albers, qui est une étudiante qui n'avait pas du tout en fait envie de faire du textile. Et on lui a dit, si, alors pour les filles, c'est là-bas, c'est l'atelier de tissage. Elle était un peu dégoûtée parce elle voulait faire de la peinture, elle voulait faire un truc physique, c'est ce qu'elle disait. Et alors bon, elle a été contrainte en fait de faire du textile et cette contrainte en fait, elle va la transformer comme ça va être une force. L'avantage au moins de cet atelier, c'est qu'on leur fiche une paix royale, elles font ce qu'elles veulent, donc elles vont faire beaucoup d'expérimentation. Et en fait, Annie Albers n'a pas utilisé beaucoup de carton, parce que le carton est à l'échelle. Elle faisait des travaux préparatoires, parfois à l'aquarelle ou d'autres, mais à petite échelle, en fait, pas à taille de tapisserie, de résultat final. Et elle faisait beaucoup d'expérimentation. Et en fait, elle va adorer ça. Elle va trouver en fait que déjà c'est un métier c'est assez physique finalement. Et puis elle trouve qu'il y a un système constructif en fait dans le tissage qui est pour elle très
masculin et qui lui plaît. En fait, c'est le constructif qui lui plaît à travers le tissage. Et en tout cas, le Bauhaus a fait beaucoup, oui, finalement, pour le déploiement de la tapisserie, du textile, parce que et c'est aussi grâce au textile, à l'atelier de tissage de textile, que le Bauhaus a réussi à survivre les premières années, parce que ce sont des productions qui vont en fait être vendues assez bien. Ils vont avoir un certain succès grâce à ça. Voilà, et elles vont, parce que ce sont essentiellement des femmes, mais elles vont en fait faire beaucoup d'expérimentation dans cet atelier. Ouais. Bon. Ok. Du coup, on va passer à la suite après cette petite parenthèse Bauhaus. Et du coup, cette question, c'est pour vous deux. Hein. Margot peut aussi parler un petit peu. Donc, la question, c'était aussi, ça en lien avec celle que j'ai posée juste avant, c'est comment vous distinguez, vous deux, l'art et l'artisanat, notamment à travers justement la tapisserie. Moi, il y a déjà énormément de choses que Claudie a dites sur cette ambivalence un peu dans la tapisserie, ce double statut un peu. Mais il y avait quelque chose que moi, j'ai pensé là à l'instant en t'entendant parler. Il y avait une définition qui avait été donnée donc dans les années 70, au moment où il y a ce courant de la nouvelle tapisserie, ou on peut l'appeler aussi fiber art, je crois, sinon. Mais où il y a tous ces artistes qui réinventent justement l'objet tapisserie, la technique tapisserie et la matière souple et le textile plus largement. Mais ils vont donner une définition, je crois que c'est Gros Garriga qui la donne, mais c'est à vérifier, je ne suis pas du tout sûre, sur le fait qu'on pourrait considérer une tapisserie comme étant une œuvre d'art lorsqu'elle a été dessinée, peinte, conçue et tissée par la même personne. Et elle reste objet d'artisanat d'art. Quand elle a été dessinée par quelqu'un puis tissée par une autre personne, ce qui différencierait un petit peu le travail qui se passe en manufacture, où il y a vraiment plus une notion de travail collectif, presque d'usine, avec quelque chose qui est fait mais qui est une commande et qui n'est pas dessiné par la même personne, et le travail en atelier d'artistes qui reprendrait la technique de la tapisserie mais qui aurait une façon de travailler beaucoup plus en atelier, seul, avec tout le procédé de A à Z dans leurs mains, qui serait plus proche de la façon de faire d'un artiste. Donc c'est une définition que je trouvais chouette parce qu'elle elle va pas aller définir en partant de l'objet tapisserie, de sa taille, de sa forme, de sa beauté. Elle parle vraiment elle part du procédé en tant que tel. Donc je trouvais la définition intéressante. Donc j'ajoute ça. En tout cas, j'en aurais parlé sur cette question de l'art et de l'artisanat. Non, mais c'est très bien. Et du coup, pour vous, Claudie? Alors moi, je vais répondre en me repositionnant, en expliquant aussi ce rapport dans l'histoire de l'art. Mais ce que dit Margot, en fait, ça rejoint la place. Enfin, c'est la question de la place du savoir-faire, en fait. À quelle place il prend. Avec le processus d'intellectualisation dont j'ai parlé, de la sculpture et de la peinture, on assiste à un phénomène assez dingue finalement, qui peut paraître aberrant, c'est que on va, à travers les académies, les premières écoles d'art, on enseigne surtout le dessin et on n'enseigne pas du tout le savoir-faire. Parce qu'en peinture aussi, il faut savoir préparer des supports, gérer les mélanges, etc. En sculpture, choisir la pierre, les outils. Enfin, ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas dans les académies ou dans les écoles d'art. Limite, on les cache sous le tapis pour faire une petite... voilà, en lien avec le sujet. En fait, tout ce qui est manuel, on va le mettre de côté, en fait. Ça, c'est un processus le processus d'intellectualisation des pratiques artistiques, notamment de la sculpture et de la peinture. Il a poussé assez loin ce processus de rejet, en fait, qui pourtant dont on a besoin, mais de transmission et de savoir-faire dans la peinture et la sculpture. Et en fait, pour la tapisserie,
pour revenir à la tapisserie, cette distinction entre celui qui dessine et celui qui réalise, elle est assez ancienne finalement, et elle a perduré pendant très longtemps, même quand elle est, on va dire, remise au goût du jour dans les années 30. Par exemple, Jean Lurçat, même si on lui doit le fait de s'intéresser à cette pratique, il s'y collera jamais en fait. Il va pas tisser lui-même. Il garde quand même cette distinction. C'est moi qui fais des cartons, c'est moi qui va dessiner, qui fait des cartons, et il y a les lissiers et lissières qui vont faire ce que j'ai décidé. Il y a quand même ce rapport-là. Et ça, c'est quelque chose qui va évoluer au cours du XXe siècle quand même, parallèlement à ce que fait Jean Lurçat. Vous avez par exemple Annie Albers. Alors ça, c'est quand même intéressant parce que cette abolition en fait de la hiérarchie, ou cette distinction entre art et artisanat, cette distinction, elle va être revue et complètement abandonnée, mise de côté, et beaucoup par des femmes en fait. Et voilà, pour revenir à Annie Albers, elle va justement inventer, expérimenter, faire en même temps elle-même. Elle s'y colle, quoi. Donc, chose que lui ne fera pas. Et puis par la suite, au XXe siècle, durant le XXe siècle, vous avez différents artistes qui vont justement, des artistes plasticiens et plasticiennes qui vont travailler en partenariat, en collaboration avec des lissiers et lissières, en leur laissant une vraie place. À l'inverse, vous avez des lissiers et lissières qui vont être aussi un petit peu plus libérés. Alors, il y a un exemple qui est assez intéressant pour ça, c'est l'exemple de Pierre Daquin, qui est une figure importante à Angers. Pierre Daquin, c'est un lissier célèbre, alors qui a travaillé notamment, en collaboration avec Thomas Gleb. Et en fait, Pierre Daquin, à l'origine, il n'est pas lissier, justement. Il est peintre, il est artiste plasticien, il est peintre, et en fait, il se forme à la tapisserie, il va travailler aux Manufactures Nationales. Assez vite, d'ailleurs, il va sortir de Manufactures Nationales pour créer son propre atelier, parce qu'il avait envie d'être libre, d'être dans la création. Donc, en fait, il va c'est un lissier créateur, artiste lissier créateur. Et quand il travaille, quand il traduit, c'est comme ça qu'il se dit. Il se dit aussi lissier traducteur. Quand il traduit, alors là on a un exemple, les Tables de la Loi, c'est une œuvre à l'origine de Thomas Gleb, mais en fait c'est une traduction que Pierre Daquin fait à partir d'un travail réalisé par Thomas Gleb, que Thomas Gleb fait à partir de papier. Il appelle ça d'ailleurs, Thomas Gleb, des pafilages. C'est un mélange, un mot valise, mélange papier, filage, tissage. Et en fait, Thomas Gleb, qui est fils de tisserand, d'ailleurs c'est assez marrant, mais c'est quelqu'un qui ne tissait pas lui-même. En revanche, il avait un travail sur le papier qui est assez proche du tissage, dans le sens où il s'intéressait à la texture. Il faisait des mélanges de différents types de papier pour faire des jeux de texture. Il pliait, déchirait, collait. Donc il y a un rapport vraiment un jeu sur la texture et la lumière aussi, puisque suivant votre papier, la texture, ce que vous en faites, la lumière ne réagit pas pareil dessus, etc. Parce que c'est essentiellement des œuvres plutôt monochromes, blanches, voilà. Et Pierre Daquin, en découvrant le travail en papier, notamment de Thomas Gleb, lui propose en fait de faire quelque chose en textile. Mais le travail de Pierre Daquin, ce n'est pas juste un travail, une reproduction stricto sensu du travail de Thomas Gleb, c'est une interprétation qui n'utilise pas forcément toujours les mêmes couleurs exactement. Enfin, en tout cas pour les trous que l'on voit comme des espèces de trous noirs. Parfois c'était pas forcément comme ça, etc. Enfin, des fois il met du rouge. Enfin, en tout cas lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser donc vraiment les spécificités de la tapisserie, du tissage, des points. Il emploie différents matériaux. Et il emploie différents points, en fait, pour essayer de traduire cette texture que Thomas Gleb obtenait avec les papiers.
Et donc, il y a un vrai travail de création de la part de Thomas, j'allais dire Thomas d'Aquin, ça c'est mignon, de Pierre d'Aquin, ça c'est une fusion totale. Et en tout cas, Thomas Gleb laissait toute la place dans cette réalisation à Pierre d'Aquin, c'est-à-dire qu'il y avait un vrai respect de son travail. Et autre grande figure aussi importante qui se trouve aussi au musée Jean Lursa, c'est donc que tu as cité Margot, c'est Joseph Gros-Garriga qui lui a commencé par en fait, il s'est intéressé à la tapisserie par Jean Lursa justement, d'où sa présence au musée. Mais contrairement à Jean Lursa, lui, il va s'y coller, c'est-à-dire qu'il va vraiment faire une formation, il va faire des œuvres sur métier, mais assez vite, en fait, il va se passer du métier et en tout cas, il va complètement partir ailleurs. C'est-à-dire que le tissage, chez lui, ça prend des proportions assez dingues et c'est surtout, en fait, ces réalisations ne sont pas forcément faites pour être forcément toujours accrochées au mur, elles sont un volume, il y a tout un travail sur les matériaux qui ont une symbolique forte aussi chez lui. Et donc, ça devient des œuvres qui ne sont pas décoratives dans le sens où elles ne sont pas utilitaires, en fait. Ce que réalise à la finale Joseph Gros-Garriga, ce sont de véritables œuvres dont la fonction n'est pas de couvrir simplement un mur ou d'isoler, en fait. Hein. C'est vraiment tout un travail qui est lié aussi à ses origines, ses souvenirs d'enfance. Voilà, donc, en tout cas, vous avez plusieurs exemples comme ça d'artistes plasticiens, plasticiennes qui vont, par leurs expérimentations en textile, emmener finalement le textile ou la tapisserie dans le champ de l'art, c'est-à-dire qu'ils vont mener des expérimentations, jouer avec la technique, et par conséquent, ils vont être dans d'autres intentions. Finalement, la tapisserie, c'est à vous de choisir ce que vous en faites, ça dépend de vos intentions. Une tapisserie, elle peut se situer dans le champ de l'art contemporain ou dans le champ on va dire, du design décoratif, d'un objet, de l'artisanat. En fait, tout dépend de là où vous voulez l'emmener. En fait, c'est votre choix et tout est possible. Et voilà. Et la frontière du coup entre les deux et elle est régulièrement remise en cause, toujours aujourd'hui, hein, par pas mal d'artistes plasticiens, plasticiennes, ou même des designers qui jouent toujours avec cette frontière un peu floue entre art et artisanat. Eh bien, ça va nous permettre de faire une transition justement avec la création artistique de tapisserie, notamment via les travaux de Margot Pléber, parce qu'elle est artiste, figurez-vous, waouh, justement, elle travaille la tapisserie. Donc, pourquoi justement, qu'est-ce qui vous a attiré dans la tapisserie plus qu'un autre médium au final et qu'est-ce qui vous a incité à choisir la tapisserie et le textile en général comme médium pour vos sujets? Au départ, je vais pas vous mentir, c'était une espèce d'attirance pas du tout conscientisée d'enfant. J'ai beaucoup fait de la couture, beaucoup fait de la broderie. Je suis vite allée vers le textile quand j'étais petite, donc c'était pas un choix théorisé de ma part, c'était plus une appétence. Mais aujourd'hui, ce qui fait que je continue à être intéressée par cette technique, ce monde-là de la matière souple, du textile, du tissage, c'est que je trouve ça très très libre. Je trouve qu'il y a une liberté de possibilités, ça va bien avec ce que tu disais pour terminer là, Claudie, mais je trouve qu'il y a une liberté immense dans ce domaine, déjà parce que ça contient beaucoup de choses, je trouve, le textile, en termes de possibilités de notions. On a déjà on a l'image, quand on reste sur la tapisserie tendue 2D sur un mur, on est sur un peu les mêmes caractéristiques que le tableau. On a des compositions abstraites, figuratives, on a des couleurs, mais on a aussi la ligne, la grille dans des choses un petit peu plus de construction, de lignes ou de géométrie ou de réseau de liens. Il y a des possibilités.
et du fait que ce soit souple et qu'on soit plus obligé de faire des tapisseries toutes plates comme au Moyen-Âge, il y a aussi le pli, la structure, le volume. Donc on peut aller vers quelque chose de sculptural, on peut aller vers de l'installation. Je trouve ça très 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 libre et je me suis jamais sentie frustrée par le textile. Je me suis jamais dit là je peux pas dire ce que j'ai envie de dire, il va falloir que j'aille vers un autre médium. Ça ne m'est encore jamais arrivé pour l'instant. Je suis encore jeune, mais en tout cas pour l'instant pas de frustration à ce niveau-là. Je trouve qu'on peut vraiment tout dire et je trouve que si on regarde l'art textile actuel, ça se vérifie assez dans la pluralité de ce qui peut exister. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de langage formel, beaucoup de choses qui peuvent être faites avec le tissage, l'entrecroisement des fils en général. Et après, il y avait autre chose aussi que j'avais envie de mettre en avant, c'est, je pense, quelque chose qui m'a vraiment touchée chez le textile assez vite, c'est le côté proximité, le côté intime qu'on peut avoir directement avec une œuvre textile, même une œuvre qu'on ne connaît pas. Je pense que ça s'explique par le fait qu'on est entouré de textiles, on vit dans du textile, entre guillemets, enfin on est habillé depuis qu'on est né. Donc on a un rapport au textile qui n'est pas le même rapport qu'on peut avoir avec, je sais pas, du marbre ou de la peinture à l'huile, ou je sais pas où est-ce que vous vivez, mais enfin peut-être vous avez du marbre partout chez vous. Mais en tout cas, le textile, ça on l'a tous, on l'a vraiment tous autour de nous dans un rapport quand même charnel, enfin au corps, de toucher. Et donc je trouve que le textile peut assez vite avoir quelque chose de non distancié, d'assez proche assez vite. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a plu dans cette pratique-là. Voilà. Du coup, il y avait aussi tout ce qui va être côté le toucher, j'imagine aussi avec les différents matériaux, différents types de fils, ça doit faire des rendus. Parce qu'à tapisserie, moi je trouve que c'est des objets d'œuvre, d'art qu'on peut aussi, ça amène aussi à vouloir toucher parce qu'on a été à Jean Bursa pour des expositions. Il y a beaucoup d'œuvres qui nous incitent à vouloir les toucher juste visuellement parlant. Et ça, je pense que ça apporte aussi quelque chose. Oui, je ne sais pas si je l'ai dit, mais oui, effectivement, il y a cette notion de matière qui est importante aussi dans la tapisserie. Et je crois que c'est chez Laïx qui dit, à chaque fois qu'elle est interviewée, qui dit n'hésitez pas, quand vous allez voir mes expositions, à toucher mes œuvres, vérifiez juste que le gardien ne regarde pas et puis venez toucher. Parce que il y a quelque chose de vraiment proche. Je pense que cette envie de toucher, elle dit quelque chose aussi de notre rapport à l'art textile. Il n'est pas dans un rapport d'être impressionné, dans un rapport élitiste, ou je ne sais pas comment je pourrais dire ça sans être maladroite avec l'art, puisque si on a si vite envie d'en être proche au point de le toucher, c'est qu'il y a quand même un truc non distancié. Je ne saurais pas comment le dire autrement. Voilà. Et c'est marrant parce que lors des premières biennales de Lausanne, c'était dans les années 60, les visiteurs pouvaient toucher en fait les œuvres parce que finalement c'était un peu, notamment en 1969, ça a été la première biennale où les artistes ont eu le droit de ne pas être obligés d'accrocher leurs œuvres sur les murs, d'être en avant du mur, de se déployer dans l'espace. En fait, ça devenait tellement plus en plus criant. Ils faisaient des choses tellement en volume que ça devenait, que c'était évident de pouvoir les laisser. Et en tout cas, les personnes, les visiteurs, visiteuses étaient invités à déambuler et pouvaient toucher. En fait, il n'y avait pas de problème. Donc il y avait déjà ce barrière en moins, quoi. C'est vrai. Et il me semble que j'avais vu des installations de chez AX où justement c'était des énormes poufs comme ça, où on pouvait venir s'allonger dedans. J'ai vu des images où on peut s'allonger. Oui, parce qu'elle a fait une installation au Palais de Tokyo, avec. Oui, c'est ça, c'est avec les... Oui. Du coup, petite question encore pour Margot Pléber, c'est un peu sa partie. Comment interprétez-vous les techniques traditionnelles dans la tapisserie dans vos travaux justement, et utilisez-vous des matériaux ou des méthodes non conventionnelles? Alors,
En matériaux non conventionnels, je pense que j'ai... Pas le fil, oui. Oui. Et je pense que j'ai passé tout à l'heure une image où on voyait de la pellicule de film. Donc, parce que je suis là-dessus en ce moment, donc je vais prendre ça comme exemple. J'utilise par exemple cette matière-là dans un travail que j'ai en cours. Mais c'est vrai que c'est pas, ça va pas être sur le choix de matériaux que je m'éclate le plus entre guillemets. En fait, quand je regarde un peu toutes mes productions, là, j'utilise quand même souvent des choses qui se rapprochent vraiment du fil. Si c'est pas du fil, ça va être du tissu déchiré, mais on est quand même sur quelque chose qui est proche du fil. Ça va vraiment être plus dans les techniques utilisées que je trouve qu'il y a vraiment un jeu qui se met en place entre moi et ce qu'on m'a appris en tapisserie. Et donc j'avais fait une pièce qui parlait de la chronophotographie et qui représente un cheval. Là, je sais pas si c'est possible de la mettre. Trop bien. Donc ça, par exemple, je trouve que ça illustre bien ma façon de travailler. Pour faire rapidement le pourquoi du comment j'ai fait ça, ça partait en tout cas d'une réflexion que j'avais eue sur la chronophotographie. Donc on a cette série de photos qui ont été prises par Muybridge d'un cheval qui court. Et c'est à une époque où on croit encore que le cheval a ses 4 fers en l'air quand il est au galop. Et donc, les chevaux dans la peinture sont aussi représentés les 4 fers en l'air. Et donc, cette série de photos vient démentir ce qu'on voyait avant. Et donc, moi, ça m'a intéressé cette idée de l'entre-deux ou cette idée, en gros, de la vérité technique de l'appareil photo et de ce que nous, on pourrait voir, parce que nous, avec nos yeux, on voit ce cheval qui vole. Et donc, j'ai décidé de faire une tapisserie qui pourrait parler de cette idée-là. Et donc j'ai repris les deux instants, enfin les deux photos dans la série où entre ces deux-là on voit nous le cheval voler, et j'ai décidé de faire une espèce de double tapisserie. Donc on voit là à l'écran, ça reprend un peu aussi la forme de l'animal, enfin du cheval. Et donc il y a ces deux images et entre les deux il y a cet amas de fils qui à la fois les relie. Et puis, à la fois, vient aussi parler de l'espèce d'entre-deux ou d'étirement du temps un peu qu'on pourrait voir entre des deux images. Et donc, moi, techniquement, je me suis creusé la tête sur la possibilité d'amener une espèce de masse en mouvement de fil entre deux tapisseries. Et en fait, j'ai repris vraiment le principe d'un tapis. Vous voyez, quand on tisse un tapis, en fait, on a un côté qui va être plat, c'est celui qu'on met sur le sol, et on va avoir un côté qui est touffu, je ne sais pas comment expliquer, qui est un peu poilu avec des fils qui sortent. Et en général, si on fait un tapis qui est censé être utilitaire et pratique, on va couper à 2-3 cm le fil, quasiment à ras en fait. Et donc moi, j'ai décidé de reprendre ce point-là et de l'étendre et de l'exagérer et de complètement le transformer en fait. Mais c'est le même point technique. Et donc, c'est intéressant là de voir à quel point ça ressemble vraiment plus du tout à un tapis, alors que j'utilise du point tapis, tout ce qu'il y a de plus traditionnel dedans, c'est juste que la technique est décalée, exagérée, et ça, c'est des choses qui m'amusent du coup de prendre dans mes connaissances techniques et de faire un peu n'importe quoi avec, en gros, quoi. Oui, attendez, je suis perdue. Voilà. Donc, je vais continuer avec d'autres questions parce que j'ai rien à rajouter. Ou peut-être Claudie, vous avez peut-être quelque chose. Vous avez quelque chose à, je sais pas, quelque chose pour rebondir sur ce que Margot a dit. Ah oui, bah c'est le principe même justement de la création artistique. En fait, quand tu parlais, je pensais à HLAX là, qui reprend une technique la technique des tapis Kilim, qui en fait sont il y a les motifs sont tissés séparément et donc et reliés en fait, cousus, et en fait elle va laisser, donc ça fait des fentes, ça fait un tapis qui, quand il n'est pas fini, quand il n'est pas cousu, présente des fentes. Quand il est terminé, tout est cousu, c'est uniforme. Et elle va reprendre ce principe-là qu'elle va détourner, puisque elle fait des fentes sur des tapis qui sont monochromes, enfin sur des tissages monochromes, donc il n'y a pas de changement de motif. Puis voilà. Et elle va faire apparaître donc des fentes, et ces fentes, elle va surtout pas les combler, elle va les laisser apparentes. Et ce qui suppose d'un coup que son tissage
ne soit pas exposé contre le mur, parce que si on l'expose contre le mur, on voit rien en fait. Alors elle va l'exposer en avant du mur pour laisser passer la lumière, et tout d'un coup son tissage prend une autre ampleur, quoi. Donc il y en a plein d'exemples comme ça. En ça, son travail d'ailleurs est très intéressant à étudier pour la manière dont elle va aussi déconstruire. Également, elle va détisser. Elle tisse, mais elle détisse aussi, elle défait, et tout en gardant toujours en fait un rapport à l'espace qui est très important dans son travail. Et puis le travail sur la couleur aussi, qui mène aussi beaucoup, qui est aussi la base de son travail. Donc, d'accord. Du coup, Margot, pensez-vous que la tapisserie, elle permet d'aborder justement des sujets plus qu'un autre médium ne pourrait le permettre? Non, je pense pas. Enfin, je pense que tous les sujets peuvent parler plus ou moins. Enfin, toutes les techniques pourraient parler de tous les sujets, dépendant de celui qui les utilise et de quel lien il fait entre son sujet et la technique qu'il utilise. Ça peut être réussi, ça peut être raté, ça dépend vraiment de qui il fait. Après, quand j'ai vu cette question-là, j'ai réfléchi à ce qui pourrait être quand même important à dire. Et c'est vrai que même si tu l'as dit au début, Claudie, la tapisserie, elle a quand même été souvent assignée à des genres ou à des sujets. Ça, c'est sûr. Surtout dans la période où elle était très liée à la peinture, comme tu l'as dit, où les tapisseries qu'on voit classiques, en tout cas de la Renaissance ou du Moyen-Âge, ça va être des sujets historiques, mythologiques, religieux, ou des scènes de chasse ou des mille fleurs. Il y a quand même beaucoup de végétal. Je pense qu'il y a un lien quand même entre la tapisserie et le végétal. Ça se retrouve beaucoup. Et aujourd'hui, peut-être ça vaudrait pour l'art textile en général, mais quand même une appétence d'aller vers la tapisserie pour parler de sujets un petit peu politiques, comme justement l'écologie, le corps, le féminisme. Ça peut être un choix. Et après, du fait de sa technique aussi qui est la grille, la tapisserie, elle parle aussi beaucoup de réseaux, d'entrecroisement, de liens. Ça va être des gros sujets. J'en ai plein. Enfin, je pense qu'il y en a plein d'autres. Là, je dis ce que j'ai en tête. Mais voilà, il y a des thématiques quand même qui sont intéressantes à traiter avec cette pratique-là. Mais après, je pense pas qu'il y ait des sujets qui soient uniquement pour la tapisserie. Je pense pas. Quand on avait écrit la question, moi je pensais plus peut-être justement certaines artistes féministes qui utilisent justement la tapisserie, qui était un métier ou un savoir-faire uniquement consacré à la femme. Enfin, on laissait ces travaux-là à la femme. Et il y a beaucoup d'artistes féministes qui justement réemploient ce médium pour protester et créer des œuvres justement. J'ai pas d'exemple en tête, peut-être que Claudie, elle en aura justement de femmes féministes qui emploient justement la tapisserie comme médium. Là, par exemple, à Paris, je suis allée dernièrement voir dans une galerie une expo sur une femme, alors je ne connais pas sa nationalité, qui s'appelle Erin Riley, donc, qui est assez jeune, je crois, et qui fait des tapisseries, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, très fines. Donc, c'est des tapisseries planes sur le mur. Et elle s'inspire uniquement de l'univers du porno, des camgirls, d'images qui vont vraiment être tirées d'Internet. Enfin, on dirait quasiment des captures d'écran. Et ou des photos, mais ça a vraiment un espèce d'aspect très 2024 Twitter comme ça, et c'est en tapisserie hyper traditionnelle. Et effectivement, c'est intéressant de voir comment le textile a pu être émancipateur pour les femmes à un moment, leur permettre de créer, mais rester quand même un art mineur et domestique. Et comment là, ça peut permettre d'aller vers quelque chose de plus reconnu, de plus institutionnalisé, et puis de vraiment de militant, quoi, quasiment. Pas quasiment, entièrement. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup depuis les artistes féminines et féministes dans les années 60-70, depuis en fait le textile, alors pas que la tapisserie ou le tissage, est devenu une pratique, comme c'était une pratique marginalisée et qui n'était pas du tout transmise dans les écoles d'art.
elle est venue de l'extérieur, en fait, un peu cette pratique. Et finalement, il y a beaucoup d'artistes qui font partie de groupes marginalisés qui prennent cette pratique à leur compte parce que justement, c'est une pratique qui a été considérée quand même longtemps, enfin, il y a une période où elle a été quand même longtemps marginalisée parce que, alors, elle est revenue en force dans les années 60-70, enfin, le textile au sens large, mais après, elle est un peu retombée, c'était pas vraiment une pratique qui était très très considérée dans les écoles d'art. Fallait pas parler de textile. L'enseignement était très tourné vers l'art conceptuel. Au début des années 2000, fin des années 90, début 2000, hors de question. Il y a je pense à une artiste qui s'appelle Caroline Achintre qui disait que elle, à un moment donné, elle a voulu essayer de faire des choses en textile et ses profs lui ont dit mais surtout pas en fait. En gros c'est pas, voilà, c'était de l'artisanat quoi, donc c'est certainement pas. Elle travaillait, elle faisait de la peinture et donc elle s'est débrouillée toute seule en fait, donc elle a commencé à faire du tufting en fait, elle s'est débrouillée, voilà, mais c'était un peu le truc qu'il fallait surtout pas faire, et c'était très voilà, art conceptuel, et à l'inverse, donc bref, ces pratiques en fait du textile étaient quand même assez marginalisées, et donc voilà, il y a beaucoup d'artistes qui ont repris ces techniques-là, parfois aussi parce qu'ils en font le support de leur voilà, d'un discours aussi quand même très très politisé, et ça donne des réalisations vraiment très fortes quoi. Ça c'est très chouette. Je pense qu'on a fini. On va peut-être faire une pause, peut-être. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on est, on a en live. Peut-être faire une petite pause de 5 minutes pour boire un coup. C'est moi qui vais prendre le relais. Donc, je fais aussi partie du groupe Le Fil Rouge. Et c'est moi qui vais prendre la parole, du coup, pour commencer les questions. Et on va plus s'attarder, du coup, maintenant sur le monde actuel de la tapisserie. Et du coup, on va demander, par exemple, dans un enseignement, la tapisserie est-elle enseignée de la même façon qu'un autre art ou comme étant un artisanat? Je vais te laisser répondre, Margot. Oui, je pense que du coup, oui, pour ça, En fait, ça dépend énormément de l'endroit où la tapisserie est enseignée. Moi, par exemple, j'ai fait mes études à l'école Duperret à Paris, qui avait à l'époque, ça n'existe plus, un DMA textile option tapisserie, où on apprenait la tapisserie, mais dans une orientation art appliqué, mode, très créative, déjà très dans quelque chose de un peu libéré de la tapisserie traditionnelle, puisque ça se voulait, ça nous destinait possiblement à travailler dans le luxe ou dans la mode, mais de faire de la tapisserie qui soit très différente de celle d'Aubusson, par exemple. Alors que si on va à Aubusson ou au Gobelin se former, on va être formé en tapisserie pour être lissier dans une manufacture. Et là, l'idée, c'est de faire des tapisseries traditionnelles, dans le respect de la technique de lisse telle qu'elle est enseignée depuis toujours, ou en restauration de tapisserie ancienne. Mais ça va être très différent de ce que moi j'ai eu par exemple comme apprentissage. Et aux Beaux-Arts d'Angers, par exemple, là, à Angers, on enseigne aussi la tapisserie et le textile, mais pareil, dans une espèce d'orientation quand même tout de suite de détachement des règles et de détachement de la technique. Donc c'est vraiment très différent. Ça va vraiment dépendre de l'endroit où la tapisserie est enseignée parce qu'il y a des orientations différentes. Ok. Du coup, c'est d'un point de vue vraiment design et art appliqué ce que tu as étudié? Moi, c'était une école de mode et donc je faisais dedans un DMA, mais c'était pour apprendre des techniques d'ennoblissement textile
parce qu'à l'époque, je pensais que j'allais travailler dans la mode. Il se trouve que pas du tout. Mais tous ces acquis-là, je m'en resserre au quotidien maintenant. Mais c'est vrai que dans la formation que j'ai fait, il y avait l'idée de s'orienter vers, en tout cas, du design textile ou de l'échantillonnage. C'était moins artistique que ce que j'ai pu faire par la suite aux Beaux-Arts d'Angers, en fait. C'était quand même axé sur la mode. D'accord. Du coup, la tapisserie a quand même une place importante actuellement pour la mode, mais donc dans le monde de l'art contemporain aujourd'hui, est-ce qu'elle est plutôt marginalisée ou vraiment il y a un essor de reconnaissance de ce médium? En Europe, la tapisserie, elle a été marginalisée. Claudia en a parlé des moments où ça a été un peu moins la mode et un peu plus mis de côté. Mais par exemple, en vrai, quand on regarde l'Amérique latine, c'est hyper central dans leur art contemporain et depuis toujours, depuis les textiles précolombiens, le textile, il est central. Donc après, c'est la marginalisation de la tapisserie. Je trouve que c'est plus dans certains endroits du monde, ça marche pas pour tous les endroits. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans l'art contemporain, en Europe, ça repart complètement. Enfin, c'est ce qu'on voit dans les institutions, dans la représentation de l'art textile, un peu partout. Il y a quand même, on sent que ça revient. Et je pense que justement, ça a un peu à voir avec tout ce qu'on dit depuis le début et avec ce que je viens de dire à l'instant sur le fait que peut-être que le regard qu'on a sur l'art aujourd'hui, on a peut-être moins envie qu'il soit européanisé justement. Je pense qu'il y a aussi vachement tous ces discours un peu sur une vision de l'art plus transculturelle, quelque chose où on aurait un peu le regard un peu ailleurs. Et je pense que du coup, l'art textile, il arrive aussi vraiment pour ça. Et sûrement aussi dans ces questionnements féministes dont on parlait tout à l'heure. Je pense que c'est aussi très en lien. Mais peut-être aussi même et là je m'avance complètement, mais c'est pas grave, mais sur peut-être un regain d'intérêt pour la matière des choses peut-être plus tactiles, plus liées au geste, plus liées à des choses peut-être même plus primitives, des choses voilà, on est plus sur l'art des années 2000 où on avait envie d'un art un peu dématérialisé. Je pense qu'il y a vraiment un retour à le tissage. Il y a quelque chose qui est fait quand même très primitif dans ce geste. C'est un geste très ancien et ça, peut-être que ça plaît aussi. Enfin, je pense qu'il y a quand même vraiment un effet de mode sur le textile en ce moment. Donc ça, j'amène toutes ces idées-là. Après, c'est pas des certitudes, mais moi, en tout cas, je suis très contente que ça revienne parce que j'adore le textile. Mais voilà, je l'expliquerai de toutes ces façons-là. Je sais pas ce que tu en penses, Claudie. Ah si, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Puis de toute façon, ça se voit dans les écoles d'art. Par exemple, à Talm, à Angers, atelier par lequel tu es passé, c'est un atelier qui a été créé en 1965. Et cet atelier-là, il a connu à un moment donné un peu une perte de vitesse. On s'y intéressait moins dans les années 90-2000. Et puis, depuis, je sais pas, une dizaine d'années, il connaît de nouveau un regain d'intérêt fort. Donc, à la fois, il y a une demande quand même qui est forte. En sachant en plus qu'à Talm, c'est la seule, donc à l'école des Beaux-Arts c'est Tours, Angers, Le Mans, donc sur le site d'Angers, c'est la seule école supérieure d'art qui propose en fait un diplôme, et ils en proposent d'ailleurs plusieurs, un diplôme lié au textile, mais lié à l'option art et pas design, en fait. Parce que vous avez d'autres écoles supérieures d'art dans lesquelles il y a un travail, il y a des ateliers textiles, mais qui sont liés au design. Et à Angers, c'est lié vraiment à l'option art, alors qu'il y a aussi l'option design à Angers, mais le textile est associé à l'option art. Et ils ont créé quand même plusieurs diplômes là depuis quelques années entre les DNA, donc Bac+3 et DNSEP, Bac+5, qui tournent vraiment autour du textile. Il y a une demande très forte. Il y a beaucoup d'étudiants et étudiantes qui demandent à entrer à Angers en deuxième année pour intégrer pour ce pôle textile. Et de manière plus générale, en fait, quand même, on assiste dans les écoles d'art à un regain d'intérêt pour des pratiques artisanales. Il y a par exemple la céramique qui est importante aux Beaux-Arts de Limoges.
Aux Beaux-Arts de Nantes, ils ont un souffleur de verre dans l'équipe pédagogique. Donc, il y a quand même cette volonté, il y a une demande, très certainement, et en même temps, il y a une conscience de la part des écoles d'art qu'on ne peut pas tout miser sur la dématérialisation. Et puis c'est une vraie question aujourd'hui, hein, avec avec l'intelligence artificielle, de ce rapport à la matière, au concret, au vrai. Et les écoles d'art quand même ramènent, ont cette conscience-là. Et en tout cas, c'est vrai qu'on voit plusieurs écoles qui mettent en avant des techniques, des savoir-faire qu'on range de manière un peu habituelles dans le domaine de l'artisanat, mais qui sont pourtant présentes dans les écoles supérieures d'art aujourd'hui. Je pense que c'est surtout aussi suite, par exemple, au Covid. On a eu beaucoup de dématérialisation d'art et maintenant, on a envie de retrouver vraiment des sensations, par exemple, de toucher quand on va dans un musée, quand on va le textile. Ça donne vachement envie de toucher. Donc vraiment cette envie de reconnecter à quelque chose, mais matériel. Du coup, post-Covid. Enfin, je trouve que ça répond à ça. Ah si, je pense que ça, effectivement, ça a joué, dans ce besoin. À jouer dans... En tout cas, peut-être dans la prise de conscience du fait que la vie dématérialisée, c'était pas la vie en fait, et c'était pas heureux. Je pense que c'est vrai. Aussi l'envie beaucoup de tenter des nouvelles choses pour certains, puisqu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient tester différentes choses, découvrir d'autres choses. Ils sont renseignés sur Internet, beaucoup de choses se sont passées sur Internet, beaucoup d'arts ont été mis en avant aussi, des artistes qu'on voyait pas forcément, puisqu'on y passait plus de temps. Donc, il doit y avoir aussi ça qui a joué un rôle, beaucoup de choses qui font que il y a vraiment un réessor, je trouve, de l'art en général, mais aussi plus particulièrement des métiers d'art. Voilà. Donc, c'est aussi à se demander si à l'avenir, la technique et ses savoir-faire de l'huissier sont voués à disparaître ou notamment industrialisés, ou si on va rester sur cette élancée, en fait, ou sur nouveau regain d'intérêt. Moi, je pense pas que ça va. En tout cas, c'est pas des savoir-faire qui vont disparaître, parce que sinon, ils auraient disparu depuis longtemps, finalement, puisque c'est quand même des savoir-faire anciens, et que depuis le temps, avec des moments où il y a eu quand même moins de production, moins d'intérêt pour ça, ils n'ont pas disparu. Je pense pas qu'ils disparaîtront. Il y a quand même, beaucoup de créations en textile aujourd'hui dans le champ de l'art contemporain, donc c'est certainement pas. Alors après, bien évidemment, tous les artistes plasticiens, plasticiennes, contemporaines ne font pas forcément, quand ils font de l'art textile, c'est pas forcément de la tapisserie, parce que c'est un savoir-faire spécifique et qu'il faut assimiler quand même. On ne peut pas faire de la tapisserie non plus comme ça, c'est pas si évident, mais en tout cas, ce savoir-faire ne disparaîtra pas de sitôt, alors que parallèlement, il y a un intérêt pour le textile de manière générale et pour la matière dans le champ de l'art contemporain, en tout cas. Donc, et d'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que vous avez... Donc, en ce moment, il y a l'exposition Aubusson, Nouvelle Génération, au musée Jean Lursa, et vous avez quand même... plusieurs, donc des artistes plasticiens, plasticiennes, ou des designers aussi qui ont collaboré avec des ateliers de tissage à Aubusson, et qui montrent leur intérêt pour ce médium, et montrent aussi à travers leur création la manière dont on peut le détourner, mais aussi le renouveler, en fait, et comment aussi il peut s'inscrire dans une interrogation quant à notre monde actuel, en fait, de nos rapports
Oui, à la matière, par exemple, voilà, c'est le fameux le bain qui a été réalisé par deux artistes plasticiennes, c'est Christophe, je lis, là j'avoue, Christophe Marchalot et Félicia Fortune, c'est pour pas écorcher leur nom. Donc ce sont des artistes plasticiennes, mais ils ont du coup collaboré avec plusieurs corps de métier d'ailleurs, puisqu'il y a pour le tissage, mais il a fallu aussi pour la baignoire, en fait, la coque de la baignoire, travailler avec une fonderie. Donc il y a vraiment cette appétence quand même pour l'artisanat et la collaboration aussi. En fait, il y a ça qui est intéressant aujourd'hui, je crois, à travers le textile et à travers le travail du tissage. C'est la notion de collectif aussi. Il y a quand même beaucoup d'artistes contemporaines qui cherchent ça parce que c'est dur en fait aussi de produire tout seul, toute seule, et que quand on peut être dans la collaboration, quand on peut travailler avec d'autres personnes, ça nous porte aussi, voilà. Et puis ça emmène le projet plus loin. Par rapport du détournement aussi, je pense à la bâche bleue de l'exposition Aubusson, où c'est une bâche qu'on me demande, on a vraiment l'impression que c'est une bâche en plastique. Et c'est au fur et à mesure, quand on se rapproche, qu'on se rend compte que c'est du textile. C'est vraiment ce travail pour détourner l'attention et aussi pas pour détourner l'attention, pardon, pour vraiment l'utiliser comme médium pour faire une petite blague, entre guillemets, là, en l'occurrence, pardon. Et ouais, c'est beaucoup aussi de collectifs. On a remarqué ça à Aubusson, ou du moins, c'est des groupes de 2 personnes. Et je crois que Margot, tu travailles en collectif dans le 42. Oui, alors je suis pas avec des gens qui font de l'art textile au 42, mais c'est vrai que je travaille dans un lieu où il y a beaucoup de gens et beaucoup de choses qui se passent. Et à côté de ça, c'est tout récent, donc on n'a pas grand-chose à montrer pour l'instant, mais on est en train de faire un collectif avec des amis, collègues d'études et de formation, qui restons sur Angers et puis qui avons une pratique diverses. Il y a des gens qui font du textile comme moi, il y a d'autres gens, il y a des gens qui font du design, il y a des illustrateurs. Enfin, ça va un peu dans tous les sens, mais c'est vrai que je peux pas dire le contraire de ce que Claudie vient de dire, c'est que la pratique est difficile quand elle est solitaire, et le textile, je trouve, surtout la tapisserie, ça a quand même une histoire assez collective. Les lissières, elles ont toujours été 20 sur un banc pour tisser une tapisserie de 8h à 20h. Il y a vraiment cette pratique, cette idée d'avancer ensemble et de pratique collective que je trouve belle. Et genre dans ma pratique du textile, il n'y a pas forcément de collectif, mais j'aime bien retrouver cette idée de faire ensemble quand même par moment, sur l'idée d'une collaboration ou sur même l'idée de partager un atelier. Donc ouais, complètement. D'accord. Du coup, on va passer à la dernière question. Comment envisagez-vous l'avenir de la tapisserie dans le monde de l'art ? Tu veux répondre, Margot ? Moi, je vais répondre que j'espère que son avenir sera radieux, puisque bon, j'y crois puisque j'en fais, et je vois pas vraiment comment ça pourrait disparaître complètement. Après, c'est question des choses qui plaisent et qui plaisent plus. Enfin voilà, c'est aussi parfois des cycles, mais je pense pas qu'il est fait pour disparaître, l'art textile. Et je pense qu'il est plutôt fait même enfin, il a l'air, de ce qu'on voit actuellement, d'être en train de complètement se généraliser, même dans la pratique amateur, entre guillemets. Je trouve que ça dit beaucoup. On a toujours eu des peintres du dimanche, des photographes du dimanche, tout ça. Et tu parlais du Covid tout à l'heure. Je trouve qu'il y a vraiment cette idée du do-it-yourself textile qui est arrivée pendant le Covid de manière assez dingue. Ça, je trouve que ça montre aussi, si les gens ont une appétence à faire, ça va continuer à exister. Enfin, c'est sûr et certain. Après, je sais pas, t'en dis quoi, toi, Claudie ? Moi, j'ai jamais eu autant d'étudiants et étudiantes qui tricotent, font du crochet,
entremêle des fils de toutes sortes. C'est assez marrant, parce que je ne voyais pas ça avant, vraiment. C'est quand même assez présent. Et puis, je trouve que, en fait, ce qui est intéressant avec le textile et donc même la tapisserie, enfin, je pense que c'est un savoir-faire ancien, mais qui s'entremêle assez bien, finalement, parce que, comme tu disais, Margot, c'est un entrecroisement de réseaux, c'est un système, en fait, le tissage. On fait quand même des liens entre l'origine de l'ordinateur et le lien avec le métier jacquard. Enfin, il y a des liens quand même entre le tissage et les nouvelles technologies, et qui est réactualisé par des artistes aujourd'hui. Je pense à un artiste d'Azerbaïdjan qui s'appelle Feg Ahmed, qui réactualise donc ce savoir-faire qui est quand même classé comme patrimoine culturel de l'UNESCO, les tapis d'Azerbaïdjan. Et en fait, il vient réactualiser ça en faisant un travail, lui-même ne sait pas tisser, en fait, mais il fait des dessins par ordinateur, il détourne un peu les motifs, il joue avec, et ensuite il va collaborer avec des tisserands, et en fait il s'amuse à complètement détourner, en fait, les tapis, et ce qui est chouette, c'est que du coup il avait été alors j'ai oublié la date, je sais plus, c'est 2017, mais grâce à lui, à son travail quand même autour du tapis, l'Azerbaïdjan avait été pour la première fois exposé à la Biennale de Venise, quoi. Donc c'est chouette. Enfin, je veux dire, c'est intéressant en tout cas, ces artistes qui trouvent le moyen de réactualiser, d'entremêler ça aussi avec les nouvelles technologies. Alors là, par exemple, on voit un travail qui a été mené par des designers, un duo de designers qui a inventé toute une histoire autour de la tapisserie. Ça vient finalement leur réalisation là, donc ça, on voit pas on n'arrive pas toujours à voir ce que c'est, mais en fait, ce sont des petites tapisseries sur lesquelles sont inclus en fait des réalisations en porcelaine de Limoges. Donc c'est aussi un travail, il y a deux artisanats là importants. Et en fait, ils viennent ici interroger, ou en tout cas questionner l'histoire une des problématiques, en fait, dans la tapisserie, qui est la couleur, la couleur qui a toujours été un peu les teintures, enfin ce problème du maintien des couleurs, des teintures, ça a toujours été un problème récurrent, en fait, dans les tapisseries, dans leur réalisation même, et ensuite dans leur conservation. Et en fait, ils viennent jouer avec ça et mettre en valeur donc certains éléments ici, des verdures, en fait, qui ont été qu'ils ont fait réaliser ici. Donc c'est pas eux qui réalisent, mais donc c'est un travail de designer, et pourtant qui vient interroger l'histoire, ou qui vient, interroger l'histoire de la tapisserie. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici, ce qu'ils disent aussi, c'est que finalement, le savoir-faire traditionnel et les nouvelles technologies peuvent en fait s'entrecroiser, en fait, que c'est pas du tout quelque chose qui va, les nouvelles technologies ne vont pas signer la mort de savoir-faire ancien, comme la photographie, en fait, n'a pas entraîné la mort de la peinture, bien au contraire, en fait. Donc peut-être voir ça plutôt de cette manière positive. Donc je pense, moi, que le textile et la tapisserie a de beaux jours devant elles. D'accord. Bon, merci d'être venu, merci d'avoir été là, merci au chat d'être là. Mais avant du coup de partir, de finir la conférence, je voudrais savoir si le public aurait des questions à poser à Margot, à moi ou à Guéry-Claudie. Donc, dans le chat de la conférence, on me demande
sans doute au moment où on parlait de l'art féministe dans la tapisserie. Donc je cite, il me semble qu'il existe des groupes comme les Nouvelles Pénélope. Ah, non, mais ça, alors, c'est pas un groupe, à propos, je me permets de répondre. Oui, je ne les connais pas. Donc, Les Nouvelles Pénélope, c'est un terme qui avait été donné par une critique d'art française qui s'appelle, j'ai oublié François, Daline Popper, et qui, en fait, a écrit à propos d'une exposition en 1975 d'artistes textiles qui est essentiellement des femmes, et en fait, elle a écrit sur leur travail. Parmi ces artistes femmes, il y avait des artistes comme, par exemple, ça y est, forcément, j'ai oublié son nom. Enfin bref, bon, Raymond. Voilà, bref, ça me frustre parce que je l'aime beaucoup. Et bref, et donc elle va utiliser ce terme pour parler de ces artistes féminines et féministes qu'elle qualifie donc de nouvelles Pénélope en faisant référence en fait à la figure mythique de Pénélope qui est souvent vue comme une figure dans la mythologie en fait qui a passé son temps, était fidèle à Ulysse, elle l'attend, elle tisse pour en attendant, c'est un stratagème pour repousser ses prétendants. Elle tisse elle leur dit que elle sera prête à épouser quelqu'un d'autre en gros quand le linceul de son beau-père sera terminé. Et en fait, elle tisse la journée, elle défait la nuit. On l'a souvent vue comme la femme qui attend en fait et qui est fidèle et qui attend. C'est plus subtil que ça quand même, puisque Pénélope, c'est surtout aussi une femme qui est extrêmement rusée, qui arrive quand même à berner un tas de mecs, qui n'arrivent pas à voir quand même qu'elle est en train de détisser son truc. On doit se dire qu'ils sont pas très malins. Et puis surtout grâce à elle, en fait, elle arrive à attendre Ulysse. Et puis surtout le récit, c'est grâce à elle, parce que c'est à lui c'est à elle qu'il raconte tout. Donc bref, mais en tout cas. C'est une manière de parler de ces femmes qui vont utiliser le textile dans les années 60-70. Alors vous avez par exemple aussi Annette Messager et Annette Messager avec les pensionnaires, non? Alors alors ça c'est du tricot. Alors c'est du tricot, mais bon tout ça c'est du textile, oui, c'est des tricots. Elle a aussi, pareil, elle détourne parce que quand même elle fait des tricots, elle fait quand même des petits vêtements en tricot pour des moineaux morts, quoi. C'est un truc quand même, elle détourne complètement la figure de la jeune fille très gentille, très sage, qui fait des petits tricots pour ses poupons. Elle fait des tricots pour des moineaux morts. Donc ça, tout de suite, c'est un truc assez étonnant. Donc c'est assez drôle. Il y a beaucoup d'humour dans le travail d'Annette Messager. Pour Margot, j'ai une question. Sur quel projet es-tu en train de travailler? Si tu peux nous en parler. Alors, oui, j'aurais pas d'image par contre, mais je suis en train de travailler en ce moment sur, toi tu l'as vu Claudie, une grande tapisserie qui va être principalement faite en pellicule de film, du coup, de la pellicule de film de cinéma, transparente avec toutes les images, là, si vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, je récupère des bobines de ce matériau un peu partout dans des cinémas. Et puis, là, l'idée, c'est de faire un objet qui sera présent sur scène lors d'un spectacle de danse contemporaine qui va être construit un peu avec moi en parallèle par 3 amis qui ont fait leurs études au Quai là, et qui sont tous diplômés. Et donc, on essaie de faire ça tous les 4. Et donc, je travaille là-dessus. Et depuis que tu es passée, Claudie, j'ai ajouté maintenant des branches d'arbres séchées dedans. Donc, maintenant, on est sur une espèce de forme un peu étrange avec un arbre quasi entier, mort, enroulé dans de la pellicule de film. Enfin, je suis un peu en train de partir en cacahuète, mais j'aurais aimé avoir des images à vous montrer. Je n'avais pas prévu cette question. Mais du coup, je travaille là-dessus. Et puis, à côté de ça, je suis un peu en double projet.
j'ai l'endroit où je travaille qui va bientôt être détruit. Et parce que en fait, je suis dans un tiers-lieu qui est destiné à être détruit et on l'occupe le temps d'eux. Et je voulais faire quelque chose sur ça. Enfin, je voulais faire quelque chose à propos de cet endroit avant qu'il soit détruit et de le quitter. Et donc, comme on peut faire un peu ce qu'on veut puisqu'il va être détruit, je suis en train de me servir des cadres des fenêtres de l'endroit pour tisser. Et donc, je tisse par-dessus les fenêtres. Moi, j'ai tendu des fils sur ces cadres-là. Et je suis en train d'un peu de boucher les fenêtres, de tisser d'autres images par-dessus ce qu'on voit, la vue habituelle. Et donc, avant que le lieu soit détruit, je vais dégonder les fenêtres du lieu et les garder. Et du coup, elles serviront de cadre. Enfin, ce sera c'est mon projet du moment. Voilà. Pour rendre hommage en quelque sorte à ce lieu que tu as habité pendant un moment, c'est ça? Ouais, garder une trace et raconter un peu. Ça sert à ça aussi. La tapisserie, c'est vraiment l'idée de raconter des histoires de base. Et donc là, j'ai toute une enfilade de fenêtres. Ça fait un peu esprit tenture de l'apocalypse. Ça fait un peu BD parce que je tisse tout le paysage autour. Et ouais, ça va me permettre, moi, de raconter un peu ce qui s'est passé à cet endroit, d'en garder une trace. Ça m'intéresse. Voilà. Ok. Je reprécise pour les nouvelles Pénélope, parce que j'ai écorché son nom. C'était la critique d'art, une des premières critiques d'art françaises sur le textile et critique d'art féminine et féministe. C'est Aline Dallier-Popper. Donc j'insiste parce que c'est important. Okay. Qui est à l'origine de ce terme des nouvelles Pénélope. Voilà. On me demande aussi, à Margot, du coup, toujours, combien de temps ça prend pour faire une tapisserie? Je suppose aussi que ça dépend de la taille de la tapisserie. Ouais. Oui, effectivement, il y avait cette question-là dans le. Normalement, j'avais une petite image pour aller avec. Je ne sais pas si c'est possible de la mettre. J'avais un billet tissé. Oui, le fameux billet de 5 € tissé en point de tapis, je crois que c'était ça, les points. C'était pas au point de tapis, c'était un point de tapisserie assez classique. Mais c'était un petit exemple pour montrer à quel point une tapisserie qui fait 5 par 12 peut être longue à réaliser. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres Mais oui, le temps pour la tapisserie, pour répondre à la question, je suis en décalage, non? Il y a un petit souci avec la connexion? Oui, peut-être, de mon côté. J'ai l'impression de te parler par-dessus. Ouais, je suis désolée. T'inquiète pas. Mais oui, en tout cas, ça dépend vraiment du format, de la technique, des matériaux utilisés. Et ça peut aller de centaines d'heures, des années. Ça peut. Ah oui, voilà, je la vois. Et du coup, voilà, c'était un peu l'exemple du. Bon, c'est ridiculement petit, ça a la taille d'un billet de 5 €. Et pourtant, j'ai passé 3 mois dessus. Et à l'inverse, là, ce que je fais en pellicule de film va atteindre les 4 mètres bientôt. Et puis, je suis dessus depuis à peu près le même temps, quoi. Donc, c'est vraiment. C'est impossible à calculer, mais ça reste lent. On peut se dire que c'est juste long comme technique. Ça, c'est universel, je pense. D'accord. Donc, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Bon. Donc, ça a été un plaisir de travailler avec vous pour cette conférence. J'espère que le plaisir est partagé. Également. Merci. Merci d'être venu du coup pour faire cette conférence avec nous. Et merci au public d'être venu pour assister à cette conférence. Donc, je vous dis au revoir. Au revoir. Au revoir.